médecine tropicale d'Anvers, qui a une longue expérience en Afrique de l'Ouest et notamment en Côte d'Ivoire, et qui est actuellement principale investigatrice d'une vaste étude de faisabilité sur la PrEP chez les HSH en Belgique. Voilà, à vous Béa. Ok, merci beaucoup pour l'introduction. Mon français, ce sera un tout petit peu moins fluent que celui de Christian. Je m'excuse d'avance. Donc voilà, pour moi, c'est la PrEP au féminin. Ce diapo, c'est juste pour vous montrer et on va sauter tout de suite. Bon, la prophylaxie pré-exposition ou la PrEP, bon, il ne faut pas vous dire, je sais que tout le monde le sait maintenant, c'est prendre les antirétroviraux tous les jours par des personnes qui n'ont pas le VIH afin de prévenir l'infection. C'est donc une nouvelle méthode, récemment nouvelle en fait, de prévention biomédicale important qui s'ajoute et qui doit s'ajouter aux autres stratégies de la prévention combinée. Je voulais souligner 2 points parce que je vais parler des femmes. Tout d'abord, la PrEP n'est pas pour tout le monde. La PrEP est seulement pour les personnes qui sont ou qui se sentent à haut risque de contracter le VIH. Donc, je vais parler tout de suite, est-ce que les femmes ou qui sont les femmes à haut risque pour l'infection? Une deuxième remarque, c'est que, comme Christian l'a souligné aussi, la PrEP périodique ou à la demande s'est montrée efficace chez les hommes ayant des rapports avec les hommes. Mais est-ce que les femmes aussi peuvent utiliser la PrEP périodique? L'épidémie de VIH chez les femmes. Donc, si on se demande si les femmes sont à haut risque d'infection de VIH, je pense que tout le monde connaît la réponse. Et comme illustration, je te montre ici, en Afrique du Sud, la prévalence de VIH qui est systématiquement plus haut chez les femmes que chez les hommes, avec une prévalence de 17% chez les femmes de 20 à 24 ans, jusqu'à 36% de prévalence chez les femmes de 30 à 34%. Donc ça, c'est très élevé. L'ONU-SIDA a estimé que le nombre de nouvelles infections parmi les jeunes, quand on regarde ces nouvelles infections, alors les femmes ont 44% plus d'infections que les hommes. Et finalement, il y a aussi des populations clés parmi les femmes. Et ici, c'est l'exemple des travailleuses du sexe. Une revue systématique dans 26 pays a montré que la prévalence parmi les travailleuses du sexe était de 31%. Alors, pour étudier l'impact de la PrEP que la PrEP peut avoir sur l'épidémie de VIH et la santé sexuelle chez la femme, je vais utiliser le schéma suivant. Tout d'abord, il faut l'efficacité. Bon, Christian a déjà parlé beaucoup, mais moi, je vais souligner vraiment surtout la différence entre les femmes et les hommes. Donc, la première étude, la fameuse IPREX en 2010, a montré une efficacité de 42% chez les HSH aux États-Unis, l'Afrique du Sud et la Thaïlande. Ce n'est pas très élevé, mais tout de suite après, l'étude Femme PrEP a montré une efficacité seulement de 6%. Donc, la Femme PrEP était au Kenya, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Après venait l'étude DDF2 qui prenait les femmes et les hommes. Là, l'efficacité était déjà plus élevée chez les femmes, 49%, mais toujours beaucoup moins que les hommes, 80%. Alors, maintenant vient le partner study. La différence avec les autres études, c'est que ça, c'est une étude parmi les partenaires des couples, sérodiscordants. Et là, c'était la première étude à montrer quand même une efficacité chez les femmes assez élevée de 63 à 66%. Mais toujours un peu moins que chez les hommes. Et puis, en 2015, venait l'étude Voice, très décevante, quoi. Des résultats complètement négatifs, c'est-à-dire moins 49%, pas de protection du tout, au contraire, ou 4%. Ceci contraste vraiment très très fort avec 2 autres études qui ont été publiées dans la même année,
2 études européennes, l'étude Prout en Angleterre et l'étude Hypergay en France, qui montraient chacun une efficacité de 86% chez les HSH. L'étude Hypergay était, parmi tout le monde, la seule étude qui a utilisé le event-driven ou la PrEP à la demande. Donc, d'où vient cette grande différence systématique entre l'efficacité de la PrEP quand on compare les hommes et les femmes? Donc ça, sûrement une grande partie de l'explication, c'est l'adhérence. Bon, cette diapo, on l'a déjà vu, hein, et vous voyez que pour les femmes, des études comme le Voice sont plutôt par ce côté-là, avec une observance très basse et donc l'efficacité aussi très basse. Mais il y a aussi des études comme le Partners, hein, et qui se trouve ici. Donc l'observance est plus élevée, l'efficacité aussi peut être plus élevée. Donc, est-ce que l'observance peut tout expliquer? Ben, pas tout en fait. Parce que ici, je vous montre des résultats des modèles pharmacologiques qui ont calculé le temps qu'il faut pour atteindre le niveau protecteur de tenofovir dans le tractus génital féminin comparé au tissu rectal. Alors, vous voyez ici à gauche que il y avait déjà un niveau, en fait, à peu près 2 jours, il y a seulement 65% des femmes qui ont un niveau protecteur élevé ou suffisant. Il faut attendre 7 jours chez les femmes pour atteindre un niveau 100%. En ce qui concerne, quand on voit chez les hommes, là c'est tout à fait différent. C'est les hommes atteignent déjà un niveau de protection dans le tissu rectal de 100% après 2 jours seulement. Ça explique maintenant pourquoi chez les hommes on peut recommander la prise à la demande, mais chez les femmes, tout le monde est d'accord, l'OMS aussi, pour dire que chez les femmes, il faut absolument une prise quotidienne. Alors, on a fait des modélisations et on a dit, bon, si on fait chez les femmes et chez les hommes, si on met une observance de 100%, quelle est l'efficacité potentielle maximale qu'on peut avoir? Et donc, des modélisations ont montré que c'est 94% chez la femme, hein, mais là, il faut une observance de 100%, tandis que l'homme, c'est 99%, et pour l'homme, il y a un certain pardon si l'observance n'est pas tellement idéale. Donc, ça aussi, ça confirme encore la recommandation pour le schéma quotidien chez les femmes. Bon, là aussi, j'ai vu que Christian a pris le même diapo et il a dit que, en fait, l'efficacité, ce n'était pas le but de l'étude. Mais je veux quand même vous souligner ici qu'il y avait la couverture des actes sexuels était plus haut pour la prise quotidienne. Donc, je vous rappelle, c'est l'étude en Afrique du Sud où on a randomisé les femmes en 3 groupes et ils ne pouvaient pas choisir. Ils devaient prendre ou bien quotidien, ou bien time-driven, ou bien event-driven PrEP. Et donc, le schéma quotidien résultait dans une couverture d'actes sexuels plus élevée, plus d'observance, aussi le niveau de médicaments dans le sang était plus élevé. Et il y avait quand même, après randomisation, on a vu 4 séroconversions, mais aucune des conversions était dans le groupe des quotidiens. Alors, où est-ce qu'on est avec les autres formes de la PrEP? Vous vous souvenez, l'anneau et aussi les gels. Bon, à la CROI, en 2016, les chercheurs avaient présenté les résultats de 2 essais sur les anneaux vaginaux. Il y avait l'étude Aspire, conduite au Malawi, l'Afrique du Sud, Ouganda et Zimbabwe, montrait une protection de 27%. L'autre, c'était le Ring Study. Tous les 2 étaient des anneaux à base de tenofovir, dapivirine. Donc, le Ring Study donnait une efficacité de 31%.
Mais quand ils regardaient des sous-groupes, c'était les femmes qui avaient beaucoup plus d'adhérence avec une plus haute efficacité aussi. 2 ans après, les mêmes études ont continué, mais maintenant sous open label. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de randomisation, les gens savent s'ils prennent tous le produit efficace. Et là, c'est quelque chose de très intéressant qu'on a vu aussi chez les hommes, en fait, qu'en fait les études, quand ils viennent en open label, ils donnent plus d'efficacité qu'en recherche. Donc là, les deux, Aspire qui est devenu Hope, c'est dans les mêmes pays, et Dream qui venait de Ring Study, tous les deux ont montré une efficacité de 54%. Donc en fait, cette étude montre que l'anneau vaginal peut sûrement être une piste intéressante pour la PrEP chez les femmes et la recherche doit continuer. Ok, donc ça c'est un petit peu l'efficacité de la PrEP chez la femme. Maintenant, l'efficacité seule ne peut pas emmener l'impact. Il faut aussi une couverture du programme. Donc cette carte de AVAC, c'est aussi le même, mais ici je veux vous montrer quelques chiffres. Donc au niveau mondial, pour l'instant, il y a plus que 200 000 utilisateurs de PrEP. Les États-Unis prennent en eux déjà 153 000 utilisateurs. Le premier pays en Afrique, c'est le Kenya avec 22 000 utilisateurs de PrEP. Or, si on regarde d'abord les États-Unis, il y a seulement de tous les utilisateurs, il y a seulement 15% des femmes. En Europe, il y a moins que 5%. Et les chiffres de l'Europe, je le tiens surtout des programmes en France et en Belgique. Par exemple, en Belgique, nous, on vient de commencer il y a relativement peu de temps notre programme PrEP. On a déjà 1000 personnes qui prennent la PrEP, et parmi les 1000 personnes, il y a seulement 3 femmes dedans. Et donc, pour l'instant, en fait, le plus grand nombre de femmes sous PrEP, c'est en Afrique qu'on les voit. Alors, qu'il y a seulement 15% des femmes aux États-Unis en fait, des utilisateurs PrEP qui sont femmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui ne sont pas à risque et qui devraient prendre la PrEP. Ici, c'est une étude, c'est une cohorte de femmes à haut risque. La majorité étaient des Afro-Américaines qui sont suivies donc aux États-Unis. Parmi les 72 femmes qui étaient éligibles au PrEP, il y avait seulement 6% qui étaient au courant de l'existence de la PrEP. Et parmi donc les 6% et les 4%, il y avait seulement une qui avait déjà utilisé PrEP avant. Mais si on expliquait à ces femmes ce que c'est le PrEP et si elles voulaient prendre la PrEP, alors du coup, 62 ou 86% disaient qu'ils étaient prêts à prendre la PrEP. Il y a bien sûr plein de choses qui interviennent pour qu'une personne, ce n'est pas seulement que c'est disponible, mais il faut aussi que la personne veuille prendre la PrEP. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a plusieurs qui ont été publiés. Je vais ici présenter les résultats d'une étude qualitative aux États-Unis qui montre que les principaux obstacles à l'adoption de PrEP chez les femmes étaient le manque de confiance au système médical, la stigmatisation et le coût de la PrEP. Mais revenons maintenant au pays et prenons l'exemple de Kenya, le pays qui a peut-être mis le plus grand nombre de femmes sous traitement. Donc Nelly Mugo, à la Croix, il y a quelques mois, a présenté les résultats du programme DREAMS. Elle a montré que jusqu'en septembre, la Kenya a réussi à mettre plus que 9300 jeunes filles au PrEP au Kenya. Pourquoi ce succès-là? Il y avait une très bonne promotion. Les services sont intégrés et sont entièrement menés par les infirmières. Elle a aussi montré le programme Jilindi, parce qu'il n'y a pas seulement DREAM, il y a beaucoup d'acteurs dans cette promotion et dans sa mise en échelle de la PrEP au Kenya. Alors, le programme Jilindi
et pour l'instant, enfin, jusqu'à janvier 2010, a mis 5600 femmes professionnelles du sexe sous PrEP. Là, tout le monde est en train de regarder parce qu'il y a ce nombre qui commence, hein, mais on n'est pas très sûr si la rétention est tellement bonne et on n'a pas vraiment de données encore sur l'observance. Donc, c'est pour ça qu'on attend avec impatience les résultats d'un autre projet de démonstration de PrEP qui se mène au Bénin avec les professionnels de sexe et que les résultats vont être présentés dans quelques mois dans les conférences. Finalement, donc, l'efficacité, on a vu que c'est efficace même chez les femmes. Les couvertures, oui, c'est faisable, même s'il y a beaucoup d'obstacles. Il peut y avoir quelques interactions. Et je vais souligner ici la compensation de risque qui peut intervenir dans cette action. Donc, depuis le début de PrEP, on s'est fait des soucis, quoi. Mais oui, mais est-ce que les gens qui prennent la PrEP et qui se sentent protégés contre le VIH, est-ce qu'ils ne vont pas aller maintenant augmenter le risque, prendre des risques et prendre les IST? Donc, en fait, le phénomène de la compensation de risque. Ce n'est pas clair dans les études si c'est la PrEP même qui augmente les IST, parce que les IST, en théorie, ils peuvent augmenter par une meilleure détection. Les gens qui sont dans un programme PrEP vont se dépister plus souvent pour les IST. Il y a plus de sites anatomiques qui peuvent être dépistés, mais aussi ces risques accrus de transmission. Donc, les rapports sexuels sans préservatif peuvent augmenter et il peut y avoir aussi un nombre plus élevé de partenaires. Donc, ce risque accru de transmission, c'est vraiment cet phénomène de compensation de risque. Alors, ceci a été étudié beaucoup chez les hommes, on va voir, et chez les femmes. Qu'est-ce qui se passe avec les IST chez les femmes? Ça, c'est encore une étude en Afrique du Sud, parce que c'est là où il y a le plus de femmes sous PrEP, avec le Kenya. Donc, c'est un projet de démonstration chez 150 jeunes en Afrique du Sud. Et parmi les jeunes, il y avait plus que 2/3 étaient des filles. Donc là, c'était à la base où ils ont montré qu'au moins 41% avaient une IST. Chez les jeunes filles, c'était même 50%. 38% des filles avec chlamydia, 20% herpès et 6% de gonorrhée. Ça, c'était quand ils ont commencé le programme, quand ils ont commencé la PrEP. Maintenant, après 12 semaines et après 48 semaines, vous voyez ici que les IST n'ont pas vraiment diminué beaucoup et que les incidences d'IST étaient assez élevées. Alors, mais je veux ici tirer votre attention sur quelque chose peut-être de plus important. Pas seulement les IST sont très élevés, mais il y a un très grand nombre de ces IST qui sont asymptomatiques. Donc, au début, avant de prendre la PrEP, 80% des IST chez les jeunes étaient asymptomatiques. À la semaine 12, c'était 95% et à la semaine 48, 97%. Donc, il est évident que si sans test biologique et sans test d'amplification d'acide nucléique ou des PCR, on n'aura jamais dépisté tous ces IST ici. Donc, c'est vraiment très important que les pays à moins de revenus ont l'accès à ces tests de PCR. Et donc, ça doit être une priorité, je pense. Finalement, nous ne devons pas oublier que la plupart des femmes dans les pays à faible revenu ne sont pas seulement à haut risque pour le VIH, mais aussi pour les grossesses indésirées et les autres IST, comme on a déjà mentionné. Donc, il paraît logique d'essayer de combiner la prévention de VIH, des IST et la contraception dans des méthodes polyvalentes. Ça peut être des anneaux, ça peut être des gels, ça peut être des piqûres ou des cachets. Je n'ai pas de résultats vraiment à présenter ici. Je sais que les recherches sont en cours
Conrad, par exemple, est en train de tester un anneau vaginal qui contient le tenofovir et un contraceptif hormonal. Mais en fait, oui, j'espère que la prochaine fois, on aura des résultats. Donc, comme conclusion, j'aimerais dire que la PrEP est effectivement un outil efficace pour prévenir le VIH aussi chez les femmes. Le schéma de prise en continu est recommandé chez les femmes. Même s'il y a encore beaucoup d'obstacles, la mise à échelle des programmes PrEP pour les femmes est faisable, comme on a démontré au Kenya et qui peut inspirer beaucoup d'autres pays en Afrique. Il y a de nouvelles possibilités avec l'anneau vaginal. Et finalement, le dépistage des IST doit être renforcé dans le cadre de la PrEP avec des tests d'amplification des acides nucléiques. Je vous remercie de votre attention.